Yippee-ki-yay, motherfucker. Eh ben non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs cinéphiles, et bienvenue dans Transmission, un nouvel épisode de Transmission Actu. Vous l'avez réclamé à corps et à cri. Le voilà, le voici, le premier de 2022, pour lequel m'ont rejoint aujourd'hui Manuel As. Salut Olivier. Et un revenant, monsieur Julien Rombaud. Salut Olivier, salut Manu, salut tout le monde. Salut Julien. Salut Julien, ça fait plaisir de te revoir, de te réentendre, et nous sommes désolés, mais aujourd'hui, monsieur Lucien Alflans est aux abonnés absents, mais ce qui n'empêche pas qu'il reviendra très vite derrière ses micros pour vous faire grâce de sa voix suave et grave, n'est-ce pas? Sinon, on peut essayer de l'imiter peut-être. Julien, je propose que tu gardes cette voix pendant toute la durée de l'émission maintenant. Ok. Alors, une émission qui est quand même un peu en forme de feu d'artifice, parce que aujourd'hui, nous allons traiter seulement de 3 films, mais en tout cas, quel réalisateur au générique de cette émission, n'est-ce pas? Puisque nous allons commencer par Nightmare Alley, le nouveau film de Guillermo del Toro, et puis on parlera de The Tragedy of Macbeth de Joel Cohen, qui est sur Apple TV+. Et nous finirons avec Licorice Pizza, le film de Paul Thomas Anderson. Voilà, on est un tout petit peu en retard sur ces 3 films, mais c'est pas grave, comme ça vous avez eu le temps d'aller les voir, et puis vous nous écouterez, vous nous écrirez bien sûr, pour nous dire si vous êtes d'accord avec nous, ou si vous trouvez qu'on se gourre encore comme des pauvres otaries bourrés à la bière. Alors, messieurs, je n'ai pas de quiz aujourd'hui, mais alors j'ai quand même prévu une petite question qui est relative bien sûr aux 3 énormes réalisateurs que nous avons aujourd'hui, au sens propre comme au sens figuré, pour au moins un d'entre eux. Alors je vais vous poser la question, non pas quel est selon vous le meilleur film de ce réalisateur, mais quel est le film que vous préférez, celui que vous prendriez sur une île déserte, celui que vous dites que vous avez certainement le plus vu et que vous allez encore revoir le plus. Par exemple, pour moi, je pense que 2001 est sans doute le plus grand film de Kubrick, mais celui que j'ai le plus vu, c'est sans doute Barry Lyndon. Enfin, en fait, c'est sûr que c'est Barry Lyndon. Donc, celui que je préfère, celui de mon cœur, c'est Barry Lyndon. Mais donc, je pose la question, quel est ton film de ton cœur, Manu, de Guillermo del Toro? Mon film de cœur de Guillermo del Toro, je pense que ça serait assez difficile. On doit choisir un comme ça au débeauté. Je serais plutôt l'année de la découverte de son cinéma. C'est cette même année où on a pu découvrir à quelques mois d'intervalle à la fois Les Chines du Diable et Blade 2, et donc de découvrir presque d'un bloc tout le cinéma du bonhomme, sa versatilité, sa capacité à s'emparer de différents genres. Donc voilà, c'est plus la découverte du cinéma de Del Toro qu'un film de Del Toro en particulier. Quelle pirouette! T'as pas vraiment répondu à la question. Monsieur Julien Rombaud, un film de pitié, ton film de pitié, de cœur, de Paul Thomas Anderson, celui que tu as le plus vu, que tu reverras le plus d'ici à ce que tu meurs et que tu ne sois que poussière. J'ai quand même envie de dire que des Cohen, je prendrais No Country for Old Men, mais je vais répondre à Anderson, et je dirais que j'ai l'impression que je crois que les gens s'accordent à dire que son meilleur c'est There Will Be Blood, mais c'est pas du tout mon préféré non plus. J'hésite entre Boogie Nights, mais je crois qu'au final je choisirais The Master. J'ai jamais bien compris pourquoi ce film m'avait tant ému et plu à la première vision, et chaque fois que je le revois je retrouve ce mélange que j'aime tant entre la simplicité et en même temps quelque chose de très brumeux, très mystérieux dans ces films de très sombre et à la fois solaire. Donc je crois que je prendrais The Master pour les 2 interprètes que j'aime éperdument aussi. Oh, comme tu es mignon. Et toi, Olivier, c'est quoi ton Cohen préféré? Alors mon Cohen de cœur, moi, c'est sans doute Raising Arizona. Et c'est celui-là sans doute que j'ai le plus vu, sans doute celui que je verrai le plus d'ici la fin de ma vie, spécialement pour la scène de course-poursuite autour du paquet de couches-culottes. Mais je ne suis pas un grand fan des comédies des frères Cohen, à part de celle-là que je préfère nettement à The Big Lebowski, qui pourtant est révéré comme étant un de leurs meilleurs films. C'est pas du tout un de ceux que moi je préfère.
Très bien, merci messieurs. Donc sur ces entrefaites, nous allons maintenant parler de Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Can you read minds? Yes, I can, under the right circumstances. Keep your answers brief. What do I want? To be found out, same as everybody else. Are you in contact with the Beyond? Well, we've had our share of snake charmers in the past. We deal with them. You don't fool people, Stan. They fool themselves. I've given you a fortune! It's time that you delivered. When does it end? I want to know. If you displease the right people, the world closes in on you very, very fast. Après le plébiscite critique et public de La Forme de l'eau en 2017, dont nous avions parlé ici, le réalisateur mexicain, né en 1964 à Guadalajara, revient avec un film adapté d'un roman de William Lindsay Gresham, paru en 1946, dont il co-signe l'adaptation avec Kim Morgan. Le même roman avait déjà été adapté en 1947 par Edmund Goulding avec Tyrone Power dans le rôle principal et connu sous le titre Le Charlatan. Situé dans les années 30 aux États-Unis, Nightmare Alley raconte l'histoire de Stanton Carlyle, un homme au passé trouble qui, à force de petits boulots pour une bande de forains, va progressivement intégrer leur petite troupe, se nouant notamment d'amitié avec Zina, une voyante, et son époux alcoolique, Pete. Ce couple avait jadis mis au point un numéro de divination, Pete jouant les mentalistes, un numéro dont Stanton va essayer d'apprendre les ficelles pour le rejouer en compagnie de Molly, une jeune foraine avec laquelle il commence une histoire d'amour. Dans les rangs du casting, on compte Bradley Cooper, au lieu de Leonardo DiCaprio, initialement pressenti. Toni Collette et David Strathairn sont Zina et Pete, Rooney Mara et Molly. Et puis, il y a d'autres rôles que je n'ai pas cités pour le moment, comme Cate Blanchett ou Richard Jenkins, mais aussi le fidèle à l'univers du réalisateur Ron Perlman. Le film étant visuellement très riche, citons le directeur artistique Brent Gordon, la décoratrice Tamara Devrel et bien sûr le chef opérateur danois Dan Lostsen pour sa 4e collaboration avec Del Toro, après Mimic en 97, Crimson Peak en 2015 et le précité La Forme de l'eau en 2017. Voilà, après cette longue introduction, Manuel, qu'as-tu pensé de Nightmare Alley ? Bon, tu m'as reproché juste avant de ne pas répondre à la question sur mon Del Toro de cœur. C'était peut-être pour éviter un peu de spoiler le début du débat, même si je n'ai vu le film qu'une première fois, mais ça a été une sacrée claque. Je trouve qu'on est quand même relativement gâté ces derniers temps au cinéma, que ce soit en fin d'année dernière ou même pour ce numéro de transmission avec de très beaux films au programme. Mais voilà, c'est un film extrêmement réjouissant, qui est réjouissant à plusieurs titres. Déjà, Del Toro exige, c'est un film qui est d'une splendeur visuelle de chaque instant, que ça soit au niveau, tu l'as dit, de la photo de Dan Lostsen, toute la direction artistique, les décors, les costumes, que ça tient à un degré de virtuosité formelle qui est ahurissant. Après, moi, là où le film, je le trouve le plus réjouissant, c'est sur un tout autre niveau, parce que après à la fois le succès critique et public de La Forme de l'eau, qui a été Lion d'or à Venise, on le rappelle, ses 4 Oscars, dont celui du meilleur film, meilleur réalisateur. On aurait pu craindre un peu que cette reconnaissance aboutisse à une forme un peu d'enfermement artistique. Et c'est là, comme justement l'a très bien dit Scorsese, que Del Toro mérite à mon sens tout notre soutien et toute notre attention, parce que c'est un film où justement il prend délibérément des risques. Il avance sans filet, il se met littéralement à nu dans le film. C'est son tout premier film, et c'est pas un spoiler, mais où l'argument fantastique est vraiment relégué à l'arrière-plan. Et c'est un film qui semble résonner avec, tout comme le bouquin, de manière assez autobiographique, qui fait que personnellement, c'est un film qui m'a bouleversé. J'ai dû pleurer sans discontinuer tout le générique de fin après ce plan final absolument terrassant. Et c'est voilà cette sensation si rare aujourd'hui dans le cinéma, d'autant plus dans un film à 60 millions de dollars, de ce degré de remise en question, de questionnement intime de Del Toro, qui rend le film pour moi bouleversant et essentiel aujourd'hui. Très bien, j'aurais une question. Manu, en fait, donc tu parles de la fin du film qui t'a bouleversé et qui t'a laissé sans voix, n'est-ce pas ? Mais pourtant, on peut arguer que cette fin est assez logique et la voir relativement venir
à un certain moment du film. Donc, c'est pas au niveau narratif que ça t'a ému. À quel niveau est-ce que ça a pu t'émouvoir alors dans ce cas-là? Non, c'est dans son crescendo émotionnel en fait. Il y a Del Toro qui a une formule assez juste pour définir le film, qui est que le film n'est qu'un prélude à ces 2 dernières minutes qui concluent le film. Cette dernière scène, elle est identique à celle du roman, mais dans le roman, tu n'as pas la réponse qui est donnée par le personnage de Bradley Cooper. C'est quelque chose qui vient du film de 47, mais qui dans le film de 47 n'est pas forcément mise en avant, puisque tu as encore une scène qui va servir de conclusion au film. Là, ce choix de terminer le film sur le visage de Stan, donc de Bradley Cooper, et ses derniers mots, j'ai toujours été fait pour ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, résonne de manière multiple, puisqu'on peut l'interpréter de différentes manières, et c'est aussi tout ce qui est passionnant. Et donc non, c'est vraiment dans son crescendo émotionnel que j'ai pas du tout vu venir, et dans ce degré en fait d'intensité. Très bien. Julien, tu veux enchaîner? Je suis un peu triste de commencer tout de suite par une bagarre pour le premier débat, mais je vais faire un peu l'affront à Manu qui l'a tant aimé de démettre des réserves. Ceci dit, je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'il a dites. Je trouve effectivement que je ne les ai pas tous vus, mais que c'est le meilleur Del Toro que j'ai vu, et que c'est celui qui a emporté le plus mon enthousiasme, surtout dans la première partie, mais je vais y revenir. Là où je suis d'accord, c'est que je trouve qu'effectivement le film est très riche visuellement, qu'on passe surtout pour moi une première heure magnifique, qu'on se délecte un peu de ce fourmillement visuel, de ces détails, de ces personnages, de comment ils nous immergent dans cet univers forain, cirque, avec les horreurs et avec des attractions qu'on a pu voir dans d'autres films, mais qui me semblent ici réinventées, magnifiées quelque peu par la caméra. Mais là où j'ai des soucis avec le film, et ça va donner du grain à moudre à Manu, c'est que je trouve, j'aurais aimé le voir avec Leonardo DiCaprio d'ailleurs, j'ai un souci avec l'identification au personnage. Je trouve que je n'entre pas dans le film avec Bradley Cooper, je le trouve peu caractérisé, je le trouve taiseux. Alors ok, ça c'est un aspect de son personnage, mais j'ai du mal à savoir exactement ce qui l'anime. Je le trouve ni bon ni mauvais, je le trouve. Alors je veux pas du manichéen quand je dis ça, mais j'ai du mal à comprendre ce qu'il fait vibrer, j'ai du mal à comprendre qui il est, et donc j'ai du mal à m'accrocher, à m'identifier à quelqu'un. Et je trouve que le moment où on arrive pour ma part, à adhérer à son personnage, c'est quand il envoûte dans une très belle scène le flic qui vient essayer de fermer le cirque, et que dans la scène suivante, il embrasse Molly, je pense qu'elle s'appelle, et malheureusement juste après, je trouve que dans son virage vers je sais pas dans quelle grande ville ils vont, quand ils partent du cirque, j'ai du mal à voir où est-ce que Guillermo del Toro veut m'emmener. J'ai du mal à intégrer au film la deuxième partie que je trouve plutôt lourde, mais plutôt lourde, c'est beaucoup dire, mais que je trouve beaucoup moins intéressante parce que il crée quelque chose pendant 1 heure et puis il m'emmène ailleurs. Mais justement, moi je trouve c'est tout le côté passionnant de cette bascule où tu passes effectivement de ces petites villes, de ces bourgs, de ces provinces à cette grande ville. C'est aussi la manière dont Stan va travestir l'art dont il est un peu dépositaire. Il va se brûler les ailes en refusant au final de se confronter à son passé, avec ce motif répété du feu qui ne cesse de renvoyer à son passé, qui l'amène justement à cette scène finale. Donc tu as un personnage taiseux qui fuit les choses constamment jusqu'à cette scène finale dont je te parle, où à un moment il doit faire face à son passé. Pour revenir sur quelque chose que tu as dit, Julien, par rapport à l'identification au personnage, tu dis qu'il est assez mystérieux, mais justement, je pense que c'est ça qui est caractéristique de son personnage, c'est qu'il est justement sur une frontière morale, ce personnage. Tu sais jamais vraiment très bien à quel point est-ce qu'il est mauvais. Enfin, tu sens très vite qu'il est pas foncièrement tout blanc, mais tu sais jamais très bien à quel point est-ce que c'est de la chèvre ou du chou comme ça. Et justement, c'est ça qui, moi, me semble intéressant. D'autre part, tu soulignes cette scène où, en effet, il va devenir mentaliste pour la première fois, quand il est poussé dans ses retranchements par l'intervention d'un policier. Et justement, c'est là qu'il se révèle. Mais oui, c'est justement là qu'il a une espèce d'enclenchement narratif qui va le mener vers cette deuxième partie du film. Donc moi, ça me semble assez juste, en fait. Ton ressentiment me semble assez juste. Après, par rapport à la deuxième partie, donc j'explique pour nos auditeurs, le film est construit vraiment très nettement avec on va dire presque, à mon avis, 50 minutes plus ou moins qui se passe dans une foire, puis une partie un petit peu plus longue. Après, il y a une grosse ellipse et une partie un peu plus longue qui se passe en effet dans une ville beaucoup plus grande où, dans l'ellipse, notre héros Stanton Carlyle, donc interprété par Bradley Cooper, fait son numéro devant la bourgeoisie citadine, quoi. Donc
récupère des galons petit à petit. Et va fur et à mesure travestir son numéro de mentaliste pour se faire passer pour un médium et utiliser la crédulité des gens pour leur soutirer de l'argent en jouant sur un aspect affectif lié à la vie de ces personnes-là. C'est quand même là un moment où se noue ce pacte un peu faustien du personnage. Ouais, tout à fait. Donc juste, je prends la parole pour dire que moi, le film m'a aussi énormément plu, énormément impressionné. Je trouve que vraiment depuis La Forme de l'eau, je trouve que Guillermo del Toro est en pleine maîtrise de son art. Il est vraiment devenu un immense cinéaste, je trouve, depuis 2 films. Ici, dans le film, à peu près au moment du climax, on va dire avant l'épilogue, et au moment du climax, il y a de nouveau une scène de suspense qui, non seulement en termes narratifs et de suspense, mais aussi en termes émotionnels, est vraiment très très forte, très bien orchestrée sur différents espaces et tout. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment du travail d'orfèvre. Ouais, avec chaque fois un vrai développement autour de chacun des personnages qui est présent dans cette séquence-là, avec des rebondissements assez perturbants, notamment autour du personnage de Richard Jenkins, qui finit par laisser transparaître quelque chose de à la fois glaçant et de totalement désarmant. Rooney Mara est aussi très très bien dans cette scène-là parce qu'on a un peu, elle arrive un peu à un espèce de point limite. Et d'ailleurs, je trouve que Rooney Mara, en parallèle de Bradley Cooper, il y a quelque chose qui se joue de à quel point est-ce que tu es fidèle à tes origines, parce que c'est Rooney Mara qui fait revenir aussi à un moment les forains. Quand je voyais le film, je me disais, cette deuxième partie est un peu longue. Pourquoi est-ce que les forains reviennent en ville, rendent visite, etc. Bradley Cooper et Rooney Mara. Et puis finalement, en y repensant, je me suis dit... il y a quand même quelque chose, c'est quand même important que Ron Perlman et Toni Collette reviennent à ce moment-là, parce que ça a quelque chose de trahir ou pas là où on vient. Et je trouve que c'est vrai que le conflit autour du personnage de Bradley Cooper peut-être manque un peu de clarté à la première vision, mais en fait, en y repensant, j'ai trouvé ça très très... je trouve finalement passionnant ce qui se joue autour de Bradley Cooper, et surtout par rapport à la foi. C'est-à-dire que lui, Bradley Cooper, c'est un personnage qui apparemment, à un moment en tout cas, il est défini comme étant, en ayant la haine du bigot, la haine du catholicisme, qui lui aurait pris sa mère notamment. Enfin, sa mère serait partie avec un cul béni, et donc il serait resté seul avec un père qu'il détestait. Et à plusieurs moments, dans les personnages qui va entourlouper un peu plus tard, ils sont définis aussi par rapport à leur foi catholique. Et je trouve que donc il va jouer de d'une espèce de perte de repères spirituels ou de repères... il va user de ça, même un petit peu à ses dépens. En fait, il calcule pas tellement, je trouve, le personnage de Bradley Cooper. Il rentre là-dedans, mais il se pose pas vraiment la question. C'est plus ça s'impose un peu à lui. Il le fait pas vraiment délibérément, j'ai l'impression. Mais après, il use quand même de la crédulité des personnages. Et je trouve que dans ce sens-là, dans le sens d'une fuite de sens et d'une quête de spiritualité, le film résonne assez bien avec son contexte politique. C'est-à-dire que plusieurs fois, on parle de le petit moustachu qui ressemble à Charlot, qui a déclaré la guerre de l'autre côté de l'Atlantique, etc. Je trouve que du coup, ça fait sens. Julien, tu voulais intervenir ? Non, mais oui, mais c'est que, en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que, une fois parti du cirque, il se montre assez détestable et peu aimable, ce personnage, et que je disais, j'ai pas besoin de l'aimer ou de le comprendre, mais il me semble quand même que, émotionnellement, j'ai besoin d'être impliqué pour avoir des portes d'entrée sur son comportement. Et vous semblez peut-être avoir une meilleure vision que moi du film. Je trouve qu'il en manque. Et là, quand ça éclate dans le climax de fin, je trouve que là, ça, paradoxalement, je dis que j'ai pas assez de portes d'entrée, et en même temps, il y a des choses qui sont, encore une fois, que je trouve un peu comme dans La Forme de l'eau, trop claires et trop appuyées. Le tarot avec la carte qui se retourne, par exemple, je trouve ça très appuyé. Le flashback avec le feu qui revient, moi j'ai l'impression que c'est des balises qu'on nous donne, qui sont très claires et qui, effectivement, font qu'au final... Pour moi, elles sont pas si claires que ça, elles sont... Le rapport au père, il est quand même assez clair, on l'a quand même très vite compris dès le premier plan, qu'il n'a pas d'affection pour lui. Oui, mais tu ne sais pas exactement d'où cela vient, il y a quand même des zones d'ombre chaque fois, c'est pas aussi... c'est du clair-obscur, c'est pas clair comme tu voudrais l'entendre, et puis d'autant plus quand tu le rapportes à
à la dimension autobiographique que pourrait avoir le film. Del Toro a perdu son père juste après La Forme de l'eau. Il s'est séparé de sa femme à peu près au même moment, et le rapport qui se joue entre ces deux femmes dans le film, qui est déjà dans le roman, bah, tu peux te poser des questions sur qu'est-ce qui est à l'œuvre dedans. Donc c'est un film, je pense, beaucoup plus complexe à mon sens. Ouais, je t'entends, et en même temps, je trouve que les éléments que j'essaye d'expliquer font que justement, je crois que c'est pour ça qu'Olivier t'a posé la question tout à l'heure, parce que je lui avais dit, moi, je comprends pas comment vous êtes ému par cette fin, parce que j'avais compris qu'elle vous touchait particulièrement, et en le voyant, je trouve que tous les éléments qui sont distillés à l'intérieur du film, donc voilà, je disais les flashbacks, le tarot où on sait que ça va mal finir, etc., font que effectivement cette fin, je la vois venir pendant plusieurs minutes, et qu'elle ne peut du coup pas me toucher. Mais après, t'es dans un film clairement pas une sorte d'hommage ou un pastiche, parce que ça sonnerait un peu poussiéreux, mais t'es dans un film qui se réclame quand même de l'univers du film noir, et donc tu sais forcément que ça va pas très bien se terminer pour le personnage de Bradley Cooper dès le départ. Oui, et puis quand tu rentres dans un schéma de film noir, justement, t'assumes toute cette dimension tragique et fataliste de l'histoire. Et en plus, pour revenir à l'aspect autobiographique du film, ce qui est assez intéressant, non pas chez Del Toro, mais vis-à-vis du roman qu'il adapte, William Lindsey Graham, c'est un mec qui a lui-même subi une analyse, qui s'est passionné pour le tarot. Le roman est chapitré selon les cartes du tarot, qui avait de gros problèmes avec l'alcool, et qui s'est suicidé dans la même chambre d'hôtel dans laquelle il avait écrit le bouquin, en laissant derrière lui 2 cartes de visite assez troublantes, l'une sans nom, avec juste inscrit retraité, pas d'adresse, pas de téléphone, pas d'occupation, pas d'argent, et l'autre, tu préfères mourir que dire la vérité. Donc voilà, c'est forcément quelque chose qui infuse de manière souterraine tout le récit du film de Del Toro, et qui lui donne toute sa dimension tragique, ce qui est sûrement une des raisons pour laquelle moi je trouve cette séquence de fin totalement bouleversante. Mais après, voilà, c'est ma dernière intervention pour ce film, mais tu vois, je trouve ça passionnant ce que tu racontes, Manu, et effectivement, ça vient enrichir et donner une seconde lecture, mais le film, il doit quand même se suffire à lui-même et se raconter par lui-même, et je trouve que ce plaisir dont tu parles est un plaisir cinéphilique, mais que, je vais dire, pour le grand public, non, ça c'est des choses que je te raconte maintenant, après avoir vu le film. C'est des choses dont je n'avais absolument pas conscience au moment où je regardais le film. C'est des choses qui m'aident aujourd'hui à essayer de comprendre quelle alchimie s'est mise en place pour provoquer cette émotion chez moi à la fin du film. C'est pas du tout quelque chose, c'est du rétro-engineering, c'est pas du tout quelque chose dont j'avais conscience et connaissance avant de rentrer dans la salle. Moi, je voulais rajouter plusieurs choses. Juste, en effet, tu as dit, Manu, que c'était le premier film de Del Toro où il n'y avait pas d'argument fantastique, ou en tout cas qu'il n'était pas au premier plan. Enfin, bref, c'est pas un film fantastique. Mais par contre, qu'est-ce que c'est un film de Del Toro, quoi? Il y a des pendules partout, des ronds partout. Il y a la figure du monstre est archi exploité, rabattu verticalement, horizontalement, diagonalement. Tout le film très 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 fort de quelle est la part monstrueuse de Stanton Carlyle et quelle est la part de monstre en lui. Mais elle est travaillée de manière différente que dans certains de ses autres films. C'est là où je trouve le film intéressant, parce que il aurait pu se reposer sur ce succès-là et se dire ça, la bataille elle est gagnée et je déroule mon petit programme, mon petit défilé de mode annuel, Del Toro 2021, 2022, 2023, avec les mêmes figures, etc. Comme un Tim Burton, ou comme pour moi aussi un Cronenberg aujourd'hui, malheureusement. Et je trouve justement cette volonté de dire, je vais essayer maintenant de remettre tout à plat, tout en m'emparant des thèmes qui travaillent ma filmographie, mais là, les reprenant sous un autre angle. Je trouve ça absolument passionnant. Et une dernière chose, donc là je vais peut-être donner un peu de grain à moudre à Julien, mais là où je trouve que le film m'emporte pas, en tout cas la première vision, c'est que je trouve que Guillermo del Toro, on en a déjà parlé ensemble, mais je trouve que c'est pas un directeur d'acteur magnifique, à la différence d'un autre réalisateur dont nous parlerons ce soir. Je trouve que c'est pas un excellent directeur d'acteur. Ça marche quand il a des Stradivarius, en fait. Genre quand c'est Sally Hawkins dans le film précédent, elle est formidable. Ici, je trouve que Jenkins est formidable, par exemple. C'est vraiment des acteurs de top niveau, quoi. Et ici, Bradley Cooper, particulièrement, je trouve, dans les scènes qui vont l'opposer à Cate Blanchett, je trouve que ces scènes manquent de venin. Je trouve que ces scènes manquent de sensualité. Je trouve qu'elles manquent de nerfs, qu'elles manquent de sang. Et je trouve que, à mon avis, c'est pas dans les dialogues, c'est pas dans la mise en scène, c'est pas dans l'éclairage,
parce que putain, l'éclairage dans ce film, qu'est-ce qu'il est précis. Wow. Mais je crois que ça a à faire avec Bradley Cooper, et je regrette de ne pas avoir vu un acteur qui soit meilleur. Enfin, c'est pas une échelle de valeur. Enfin, je veux dire, un acteur, enfin, qui ait plus de bouteilles, plus de charisme et plus de métier, plus de technique peut-être. Enfin, en tout cas, un acteur plus complexe que Bradley Cooper ne l'est pour l'instant. Ouais, mais à la fois ce côté peut-être un peu plus lisse, un peu plus transparent que peut avoir Bradley Cooper, il recapte ce qu'il avait réussi à obtenir, à mon sens, dans un film comme le Clint Eastwood American Sniper, ce côté un petit peu fêlé du personnage. Alors effectivement, si tu prends la comparaison avec un acteur qui était casté auparavant comme Leonardo DiCaprio, oui, tu peux toujours imaginer le film avec Leonardo DiCaprio, mais à partir de là, je peux te dire que je pense que Bradley Cooper délivre une performance plus intéressante dans le film de Del Toro que chez Pitié, qui est pour toi un bien meilleur directeur d'acteur. Mais voilà, moi je trouve qu'il correspond assez bien. On avait déjà discuté même avant le film. Moi, le choix du cast, je le trouvais intéressant. Le choix de Bradley Cooper dans ce personnage un peu arriviste, dont tu avais du mal à discerner un petit peu les motivations, ce qui le meut, et justement ce côté un petit peu plus en retrait du personnage de Cooper, fonctionne, je trouve, assez bien en fait avec le film. Je trouve qu'il est il tire pas la couverture à lui, et je trouve qu'il sert assez bien le film. À la fois, je vous rejoins tous les deux, parce que je trouve que son côté lisse et quelquefois un peu bovin qu'il peut avoir dans l'œil, je trouve que ça peut servir le personnage effectivement, et son aspect mystérieux, d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut, etc. Mais je pense quand même qu'effectivement ça a participé à ce que j'essayais d'expliquer, ma non-identification, que je trouve que là-dedans il manque de nuances, qu'il manque de ténèbres, et que ça en fait quelque chose. Je n'arrive pas à aller plus loin que ce qu'il raconte. Et Cate Blanchett, je suis désolé, mais je l'ai déjà vu 15 fois plus nuancée, plus complexe que ce qu'elle fait dans le film, où effectivement j'ai l'impression qu'on s'en tient à un premier archétype du rôle, je trouve. Mais moi je pense pas que ce soit une histoire de Cate Blanchett ici, parce que même si c'est un personnage moins complexe, que a priori elle est assez, en tout cas à l'exception de sa dernière scène, elle est assez droite, on va dire. Ça me pose pas de problème. C'est le personnage qui est écrit comme ça, c'est pas l'interprétation. Ses motivations restent assez troubles, hein. Tu peux y voir l'aspect purement vénal du personnage, ou juste une réponse à l'affront que lui aurait fait Bradley Cooper lors de la scène avec le pistolet, où il lui en révèle trop sur elle, et donc où elle se venge de cette manière-là, parce que tu vois que c'est une femme. Il y a cette séquence-là où on entrevoit sa cicatrice, et lui dit: qu'est-ce qui t'est arrivé? La vie m'est arrivée. Voilà, donc je trouve que vous me parlez d'un personnage uniforme, unilatéral. Je serais bien normal de trancher sur réellement les motivations du personnage, moi. Mais tu vois, ça, pour moi, ça c'est un problème. Si t'arrives pas à ne fût-ce qu'avoir une idée de ce que c'est réellement et de qui elle est. Mais si, justement, il t'en propose, mais il ne tranche pas. Il ne tire pas à la ligne. Tu reproches au film d'être trop clair, et quand on te dit justement qu'il est plus nuancé, c'est un problème. Oui, je le trouve trop clair dans le sens des éléments qui distillent, et donc, comme je le disais, des signes qui posent un petit peu pour nous faire accéder aux personnages, et à la fois dans les personnages et dans leur interprétation, je ne le trouve pas assez clair, et parce qu'on comprend jamais vraiment leur but, ni qu'est-ce qui les anime. L'avidité de Bradley Cooper, je la ressens, mais je vois pas ce qui l'anime, mais enfin voilà. Mais est-ce vraiment justement, alors là, dans ce cas-là, est-ce vraiment l'avidité, ou est-ce un sentiment de revanche? Est-ce que c'est l'avidité? Est-ce que c'est un sentiment de revanche, un manque de reconnaissance? Est-ce que c'est toutes ces choses-là à la fois? Ici, mes critiques étaient un manque de reconnaissance aussi, finalement. Non, mais c'est pour ça que c'est un film à rediscuter. C'est pour ça que c'est à rediscuter. Tu es plutôt que notre Leonardo DiCaprio, tu es notre Bradley Cooper. Avec ce regard bovin. Et de ma part, c'est un compliment. Ça, si c'était Olivier, je comprends que tu le prennes mal, mais de ma part, ce n'est que compliment. Très bien, merci messieurs. Après cette belle conversation, nous allons maintenant enchaîner avec le film de Joel Cohen, The Tragedy of Macbeth. By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes. My husband, king that shall be. If we should fail, We fail.
See the Tragedy of Macbeth est le premier film écrit et réalisé par Joel Cohen sans que son frère Ethan n'apparaisse au titre de producteur, scénariste ou réalisateur. On y retrouve bien d'autres habitués du cinéma des frères Cohen, en la présence de Bruno Delbonnel au poste de directeur de la photographie, de Carter Burwell à la musique, et bien sûr de Frances McDormand devant la caméra, mais ici aussi au poste de coproductrice. L'épouse et muse de Joel Cohen endosse donc ici le rôle bien connu de Lady Macbeth face à Denzel Washington qui interprète son mari, noble écossais qui commettra le crime de régicide suite à une rencontre prophétique avec 3 sorcières avant de devenir fou. Après celle d'Orson Welles, d'Akira Kurosawa, de Roman Polanski ou même de Béla Tarr, il s'agit bien sûr d'une adaptation de la pièce de William Shakespeare, datée à peu près du tournant du XVIe-XVIIe siècle, et dont j'ai appris, en prenant mes notes, n'est-ce pas, en préparant cette émission, que de prononcer le nom sur scène portait malheur, et qu'il était donc préférable de l'appeler la pièce écossaise. Tourné entièrement en studio et au format 1:33, The Tragedy of Macbeth par Joel Cohen est distribué par A24 et sorti dans un parc de salles limité aux États-Unis avant de sortir de manière beaucoup plus large sur la plateforme Apple TV+. Même parcours chez nous où il est à la fois en salle et sur la plateforme de la coopérative fruitière. Julien Rombaud, qu'avez-vous à dire? Monsieur Julien Rombaud, qui, pour que nos auditeurs ne le savent pas, est lui-même comédien. Et dramaturge. Ça ne fait pas de moi un spécialiste de Shakespeare. Hein. Bah écoutez, c'est un peu une gageure, je trouve, de commencer sur ce film, mais je me lance avec plaisir. Je trouve que, comme souvent, on peut analyser un film avec sa première séquence. On devine le ciel, on a des oiseaux qui planent, on dirait des corbeaux qui vont avoir une symbolique énorme dans le film. Et puis dans le plan suivant, on a des traces de pas dans la neige, quelqu'un qui avance. Et je me disais, tiens, justement, tout de suite, il essaye de réunir le ciel, la terre, la brume abstraite, le concret des pas. Et je trouve que ça m'a raconté, quand j'ai vu le film en entier, la volonté de Joel Cohen d'étreindre ce symbolisme et de raconter son film par des éléments, par une mise en scène assez expressionniste. Parce que tout du long, je trouve que ses intentions, il y a un rôle de la lumière énormissime, il y a l'épure des décors, et on sent vraiment les gestes de ce cinéaste. On voit ses intentions assez lisibles. Je trouve qu'elles font sens, mais je les trouve justement assez théoriques et assez cérébrales. Mais quelles sont-elles, ces intentions, selon toi? Eh ben, par exemple, le rôle de la lumière, qui, comme je le disais, donc c'est en noir et blanc, mais il y a souvent les personnages qui sont isolés par la lumière ou qui sont mis en valeur dans la lumière. Il y a souvent des oppositions des conflits qui sont racontés par la lumière. Il y a toutes ces tours absolument, le château absolument épuré avec quelque chose de très expressionniste, j'ai l'impression. Et on a alors toute la symbolique des corbeaux, des sorcières, des corbeaux, des mirages, etc. Et je trouve que cette lumière qui vient épouser un peu la noirceur des âmes, tout ça est un peu lisible et un peu abstrait et donc un peu cérébral. Après, je trouve qu'il y a des choses absolument magnifiques visuellement là aussi. On voit que, évidemment, il sait faire du cinéma. Je trouve qu'il y a des plans dans la brume qui sont absolument splendides. Mais voilà, je trouve que son abstraction formelle, décidément c'est mon thème aujourd'hui, me perdait un petit peu dans le film. Et donc on n'entre pas complètement dans le concret de la cruauté shakespearienne. Ben, moi, paradoxalement, c'est à ça que je me raccroche, parce que justement, je pense que cette volonté d'épure formelle, d'aller vers ce travail expressionniste qu'on pouvait trouver dans le cinéma muet, est là pour servir le texte. Parce que bon, le texte est quand même, je suis pas familier moi de Shakespeare, encore moins que toi. Le texte est quand même extrêmement ardu. C'est en termes de, en plus quand t'es non anglophone, c'est quand même costaud. Et pour moi, voilà, je suis principalement, ma place en tant que spectateur, je la trouve dans cette épure formelle qui me permet de m'attarder sur la scénographie, sur quelquefois la musicalité de cette langue. Après, le petit souci, c'est que je trouve que y a principalement une personne qui s'en tire mieux que les autres. Je trouve que
On rigolait tout à l'heure en disant, quand on parlait du film, je me trompais souvent en disant, je parlais de Lady Macbeth au lieu de The Tragedy of Macbeth. Je trouve que le personnage qui ressort beaucoup plus du film que tous les autres, c'est le personnage de Frances McDormand. Je trouve qu'elle a en fait une intensité de jeu qui met à l'avant-plan ses émotions, pour laisser couler en fait cette langue extrêmement ardue qui passe de manière extrêmement fluide, là où des fois elle me paraît un peu beaucoup plus théâtralisée ou entre guillemets beaucoup plus déclamatoire chez les autres comédiens. Pas tout le temps, hein, mais je trouve que c'est la seule qui échappe à ce petit travers que peut avoir le film par instant. Mais Lady Macbeth dans le texte a effectivement ce rôle très important qui va pousser son mari à agir, et donc elle est déjà mise en valeur, j'ai l'impression, par le texte en lui-même, ce qui n'empêche pas qu'elle soit très 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 bien dans le film évidemment, mais effectivement la partition Denzel Washington est plus ardue parce que lui il a vraiment à frayer avec la folie, il y a pas mal de monologues, de soliloques, de trucs où il est à moitié en train de devenir dingue et à la fois en train d'essayer de revenir à la raison, donc ouais, je trouve que c'est une partition compliquée. Mais attention, moi je disais que les intentions je les voyais, mais je suis d'accord, je les trouve assez bonnes souvent. Je sens parfois les gestes, la poignée de porte qu'il voit comme un poignard par exemple au moment de commettre le meurtre. Je trouve que ce sont des choses là aussi qui donnent des clés qui sont intéressantes et qui à la fois sont un petit peu lisibles, claires. Vous avez dit énormément de choses très intéressantes. Comme Manu, moi je trouve que en effet, il y a ce film met en valeur vraiment extrêmement fort Frances McDormand qui arrive à peut-être qu'elle est mieux servie, Julien, tu l'as souligné, mais qui arrive à passer outre cette espèce de théâtralité extrêmement dure du texte. Le côté ardu du texte, moi, je ne l'ai pas trop ressenti. Justement, je trouve que les monologues, il y a une forme d'invention dans la mise en scène, dans le montage notamment, qui fait que les monologues, je ne les ai pas ressentis de manière lourde comme ça, comme quand parfois on va au théâtre ou comme si c'était une espèce de... Non, mais je veux dire plutôt comme si c'était un peu une épreuve de force et qu'il fallait passer outre ce monologue de 5 minutes. Non, pas une épreuve de force, mais par moment, ils ont fait écran vis-à-vis de mon ressenti. Tu veux dire que t'as vu l'acteur jouer et t'étais pas dans l'intensité. Ouais, ou le... Ouais. Après, tu disais aussi autre chose, Manu, qui était cette espèce de révérence peut-être à l'expressionnisme allemand, qui est très très forte dans le film. Mais pour moi, il y a aussi quand même... dans ce film, explorer un peu pas les limites, mais les points de jonction ou les points de différence, je dirais, entre la mise en scène théâtrale et le cinéma. Il y a quelque chose comme ça sur une espèce de ligne qui se joue. Donc, en effet, pour nos auditeurs, souvent les décors sont très nus. Il y a quelque chose de très théâtral. En tout cas, ça pourrait être refait dans le cadre d'une scène de théâtre. Même l'affrontement final, quand la forêt vient à l'intérieur du château. C'est un système de projection qu'on a pu voir dans des mises en scène contemporaines. Je pense à ce que faisait Joël Pomera, par exemple. C'est des choses qu'on a pu voir. Mais après, justement, là où c'est intéressant, c'est que dans les moments d'intensité, c'est la force du montage et la force du point de vue qui va relever, qui va donner son sel, je trouve, à la scène et qui va l'élever émotionnellement. C'est-à-dire, par exemple, le lendemain du régicide, il y a cette descente des escaliers avec, en effet, un gros plan sur Lady Macbeth, du point de vue de Macbeth qui descend les escaliers. Et c'est justement le fait que tu sois dans ce gros plan à ce moment-là qui fait que d'un coup, ça te sort un peu de cette théâtralité qui me semble voulu. Après, il y a tout un jeu aussi, on l'a dit dans le montage, d'un jeu de surimpression. Il y a des jeux d'effets sonores aussi, où à un moment, une goutte qui tombe sur le parquet résonne comme une espèce de coup du destin, comme ça, de la fatalité très très forte. Et donc, l'amplification de cette goutte, du son de cette goutte va élever à un niveau, sur un plan cinématographique, la mise en scène de ce film. Donc voilà, je trouve que c'est un très étrange objet, quelque chose de très atypique, toujours intéressant, je trouve, à regarder, mais qui m'émeut très rarement, quoi. Moi, il m'émeut sur le personnage de Frances McDormand parce que je trouve, quand je parle de théâtralité, c'est principalement lié au texte, parce que je trouve justement, effectivement, le film est
est passionnant dans son dialogue, entre guillemets, avec le théâtre et le cinéma. Ce point de jonction qui existe, et justement le fait que Joel Cohen assume pleinement la dimension théâtrale de certains éléments de son décor, de sa scénographie, mais le retravaille par les outils du cinéma, tout en ne régnant jamais une scénographie par moments théâtrale. La scène du duel, elle est spectaculaire malgré tout. Même si tu vois à des moments l'artifice, la scène du meurtre dans le château avec le jet de l'enfant dans le vide est aussi extrêmement marquante, avec là où pour le coup aussi un point de montage extrêmement fort qui impacte fortement ton ressenti en tant que spectateur. Donc non, le film est passionnant. Après, ce qui est très paradoxal, c'est que tu te dis qu'un film comme ça qui se repose autant sur le langage primitif du cinéma, c'est-à-dire cet âge d'or du cinéma muet, ben en fait, il trouve sa place aujourd'hui dans des programmations événementielles autour de sa sortie en streaming, avec quelques projections salles. Mais il y a un truc quand même très paradoxal et un peu triste quand même de voir que cette proposition de cinéma ne débouche que sur une plateforme de streaming qui est l'endroit le pire pour découvrir un film comme ça. C'est pas du tout conçu comme ça. De premier plan au dernier plan, ce film n'est pas conçu pour être visionné sur une plateforme de streaming. Bah oui, comme tu l'as souligné, moi j'étais aussi content de le découvrir en salle en tout cas. Très bien messieurs, eh bien je vous propose que nous passions maintenant au film de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza. Can I touch them? See you tomorrow. I think it's weird I hang out with Gary and his friends all the time. I think it's weird that I hang out with Gary and his 15-year-old friends all the time. Take a look at the long man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know. I'm not gonna forget you. Who's in the best-selling show? Just like you're not gonna forget me. Gross. Rosa! Roll camera A. Roll camera B. Parking. Action. On! Coming Nancy! Neuvième long métrage écrit et réalisé par Paul Thomas Anderson, PTA pour les intimes, ou P.T. Anderson, comme il signait ses films au début de sa carrière. Licorice Pizza se déroule en 1973 dans la vallée de San Fernando à Los Angeles. Dans une école, c'est le jour de la photo de classe. Gary Valentine, 15 ans, repère Alana Kane, 25 ans, l'assistante du photographe. Gary tente de séduire Alana et met tout en œuvre pour qu'elle accepte son invitation à dîner. À partir de là, une relation se noue entre eux, d'amour platonique ou d'amitié, puis un partenariat professionnel, et le spectateur est invité à suivre ces deux personnages qui se tournent autour en cercle plus ou moins rapprochés, tout au long des presque 2h15 du film. Alors ce film bien sûr est écrit, réalisé et produit par P.T. Anderson qui signe pour la seconde fois l'image de son film après Phantom Thread en 2017 dont nous avions parlé ici. Gary Valentine est interprété par Cooper Hoffman, Alana est interprétée par Alana Haim du groupe AIM pour lequel PTA a dirigé de nombreux vidéoclips. On retrouve d'ailleurs dans le film ses deux sœurs, les deux sœurs d'Alana, ainsi que ses parents. Et on retrouve aussi au casting dans des plus petits rôles Sean Penn, Tom Waits, Ben Safdie ou encore Bradley Cooper dont nous parlions au début de l'émission dans le rôle du coiffeur-producteur bien réel John Peters. Alors, c'est moi qui commence sur le film. Bah écoutez, après être un contemporain des films de Guillermo del Toro, c'est quand même cool d'être un contemporain des films de Paul Thomas Anderson qui arrive à chaque fois, je pense, à faire l'événement. Alors, que dire sur Licorice Pizza ? C'est un film qui suit une trame de comédie romantique assez habituelle, on va dire. C'est un peu comme quand Harry rencontre Sally ou New York, Miami. C'est
deux personnages qui vont se tourner autour et se faire des chassés-croisés, se fuir et en même temps se rapprocher tout le temps jusqu'à la fin du film. Et en fait, le film fonctionne extrêmement bien tant que les deux personnages sont ensemble. Quand ils sont ensemble à l'écran, il y a quelque chose de magique qui se passe, alors que ce sont deux acteurs qu'on n'a jamais vus avant. Bon, Cooper Hoffman, c'est le fils de Philip Seymour Hoffman. Alana Haim n'avait jamais interprété un rôle d'envergure avant. Le film commence par 2-3 plans, un dans les toilettes de l'école et puis un dans la file, et puis ensuite il y a un très très long plan séquence, un travelling latéral. Le film va faire beaucoup de travelling latéraux. C'est un peu le plan en mouvement qui est fait dans le film ici et qui atteint des points de perfection de la mise en scène assez dingue. Et ici là, dans cette première scène qu'ils ont ensemble, le dialogue, la manière dont ils ont de se tourner autour, la lumière, leur visage, voilà, tout fonctionne dans cette scène. Tout fonctionne comme si c'était vraiment, on est propulsé dans cette époque, propulsé avec ces deux teenagers qu'on croit vraiment être des teenagers. C'est quand même assez rare dans le cinéma américain. On croit vraiment à ce côté adolescent du film fonctionne extrêmement bien. Le dialogue est ciselé. Et en même temps extrêmement naturel, et en plus on va découvrir deux personnages qui sont complètement atypiques, parce que lui c'est un gamin de 15 ans mais qui est d'une confiance en lui absolument désarmante, et elle c'est une espèce de volcan comme ça, elle est un peu tout le temps en colère, on comprend pas très bien elle est tout le temps impulsive dans ses réactions. Et voilà, donc il y a quelque chose de génial autour de ce couple dans le film. Après une très longue période où on les voit un petit peu monter un peu des affaires, etc., le film se déroule en 3 moments. On va dire qu'il y a un moment Sean Penn, un moment Bradley Cooper et un moment Ben Safdie vers la fin du film, 3 longs passages du film. Et là, je trouve que parfois, c'est un peu moins bien réussi, surtout quand les personnages, justement, sont plus ensemble. Les deux personnages principaux, et je trouve que le film parfois c'est pas qu'il s'empèse, mais qu'il devient moins intéressant, parce que comme c'est une chronique et qu'on sait pas très bien où on va, mais on s'en fout, c'est juste un film qui est prétexte, comme on disait, de Hors d'atteinte, à passer du temps avec des personnages. Eh bien, une fois que ces personnages-là sont plus à l'écran, on se demande un peu pourquoi est-ce qu'on regarde ce truc, et dans les 3 derniers moments du film, perd un tout petit peu en intérêt, mais bon, c'est quand même un film supra délicieux dont je développerai un petit peu plus après, mais Julien a envie de parler. Je suis aussi séduit que toi, et j'ai aussi la même réserve que la tienne, mais sinon, comme on a parlé du Guillermo del Toro avant, je trouve ici que c'est effectivement l'inverse dans ce que je ressens pour les personnages. Je trouve quel plaisir de les découvrir. Je trouve qu'effectivement, par ce plan séquence assez virtuose, on adore les personnages directement, quoi. Après 2 minutes, on est pleinement avec eux, et j'ai envie que de les voir pendant 2h15, et je suis prêt à passer par plein de chemins de traverse par lesquels on passe d'ailleurs. Mais voilà, je trouve que la caméra, comment elle les mange des yeux, comment elle se balade, comment ces 2 ados qui sont mal fagotés et inconnus, comme tu l'as dit, on a un coup de foudre pour eux. Je trouve que tout est doux, suave et sensuel, et que je suis séduit par le film et par la manière dont il a Paul Thomas Anderson, de plus en plus de raconter ces scènes par ricochet, par des chemins de traverse, et par cette course continuelle de gens qui se cherchent, qui essaient de se trouver, et en même temps de partir sur d'autres scènes qui viennent après donner du sens au fait qu'ils se retrouvent, qui vient renforcer leur lien, qui vient... La réserve que j'ai, c'est effectivement que surtout la scène avec Bradley Cooper, décidément aujourd'hui, voilà, c'est pour lui, mais je la trouve pas du tout essentielle au récit, je la trouve en périphérie, je trouve qu'elle n'apporte rien. Et par contre, sur les autres scènes de Sean Penn et de Safdie, je trouve que, voilà, par les anecdotes insignifiantes, par les rencontres, le liao, les flippers, la politique, etc., je trouve qu'il raconte justement que la seule personne qui regarde vraiment cette fille, c'est ce petit gamin de 15 ans avec sa maturité énorme, et que la seule personne qui la désire pas comme un paquet de chips ou une glace, et qui la regarde comme une personne et qui l'accepte, c'est ce gamin-là. On voit que Sean Penn il est intéressé par autre chose que sa personne en elle-même, et je trouve que le regard qu'a le fils Hoffman sur elle est assez magnifique.
Je suis relativement d'accord avec tout ce que vous dites. Hein. C'est effectivement un film, tu l'as dit Olivier, qui fonctionne dans le mouvement. Cet élan romantique qui pousse ces personnages l'un vers l'autre avant de les séparer et que Pithiviers c'est si bien capté, que ça soit notamment dans cette séquence d'intro dont on a parlé, ou la séquence de fin, mais ce motif de cette course en avant des personnages est repris régulièrement. Donc c'est vraiment quelque chose que travaille la mise en scène de Pithiviers. Moi, je suis aussi content de retrouver un Pithiviers qui me plaît plus, hein. C'est lié à ma propre sensibilité, mais celui de Boogie Night ou de Punch Drunk Love, un peu moins solennel, un peu moins arctique ces derniers films. Je trouve qu'il y a une légèreté qui avait un peu disparu de son cinéma et là que je retrouve et qui me plaît beaucoup dans cette chronique adolescente sur ce sentiment amoureux entre ces deux gamins qu'on a bien décrit, deux gamins entre deux âges, l'un qui est déjà adulte mais qui est chaperonné tel une enfant dès qu'elle rentre dans sa famille, et l'autre qui est effectivement plein de confiance en lui, presque désarmant. On croit au début presque qu'il la baratine. Et le film joue, je trouve, de manière très très belle et très délicate de cette différence d'âge qui éloigne les personnages et que pourtant tout rapproche en fait. Et je trouve dans le cast des personnages c'est fait de manière assez intelligente, et ce qui fait que ça transforme cette petite chronique adolescente en histoire d'amour de cinéma. Tu vois, il y a quelque chose qui le détache d'un aspect presque documentaire que pourrait avoir cette chronique adolescente. Et là pour le coup on en vient à l'aspect peut-être où j'ai le plus de réserves vis-à-vis du film et qui rejoint un petit peu vos réserves que vous avez sur le film, qui tient en partie dans la structure même du film, celle de la chronique, avec ces petites escapades qui semblent plus anecdotiques que d'autres, hein. Mais justement dans cet aspect anecdotique, je trouve que c'est là où le film pêche, parce qu'il y a en fait deux films d'une certaine manière. Il y a cette chronique amoureuse et il y a la chronique du Hollywood de ces années-là, de cet Hollywood que Pithiviers a fréquenté, qui est basé aussi sur les anecdotes de son ami d'enfance Gary Goldman, qui lui-même vendait des waterbeds, qui a lui-même rencontré le personnage de John Peters interprété par Bradley Cooper. Et je trouve ça pour le coup extrêmement anecdotique, parce que quand tu t'intéresses un petit peu au cinéma de ces années-là, ce que tu vois de John Peters, c'est extrêmement anecdotique. Je vois pas là du tout l'intérêt de me montrer John Peters, c'est pour en faire ça quoi en fait. Et en plus Bradley Cooper qui a repris le A Star is Born, film dans lequel Barbara Streisand qui était aussi produit par John Peters, etc. Je trouve que c'est un peu lourd en fait dans le clin d'œil appuyé au spectateur. Ouais, moi je rejoins ça en partie parce que j'ai vraiment cette sensation sur la partie on va dire Bradley Cooper, mais je trouve que enfin, on n'a pas parlé du comique du film. Je trouve qu'il y a des trucs très drôles en fait dans le film. Rien que d'entendre le pitch par Olivier, j'avais la banane. Je trouve qu'il y a des scènes très drôles. Celle avec Sean Penn, je la trouve très drôle. Et je trouve que la manière dont il a de nous montrer ces vieilles gloires ridicules renforce justement toute la naïveté, la beauté de ces deux personnages jeunes. C'est pour ça que ces détours qu'il fait ne me dérangent pas, à part celui de Bradley Cooper, parce qu'il est long, parce qu'effectivement c'est anecdotique et que je vois pas ce que cette scène apporte. Mais le reste, je trouve que de les faire s'éloigner pour mieux se retrouver après, c'est comme s'il faisait un peu du détour, il en fait un subterfuge et que ça lui sert à raconter mieux son histoire et à la consolider quelque part. Donc finalement ça me dérange pas tant. Moi je trouve que c'est quand même la limite du film qui est sa durée de 2h15. Il aurait pu le film aurait pu gagner à être serré à mon avis, ou alors se perdre de manière plus anecdotique mais réellement autour de ces personnages-là, plutôt que de jouer l'anecdote. Pour le coup, si une partie du projet était de dresser un petit portrait en creux de cet Hollywood-là, c'est un peu un échec, hein. En tout cas un aveu d'échec sur cet aspect-là. Après, voilà, on peut voir le verre à moitié vide. Je pense qu'il vaut mieux le voir à moitié plein, et c'est surtout qu'il est plutôt aux 3/4 plein en fait. Tout à fait, il est absolument aux 3/4 plein, et même si je vous rejoins, il faut quand même insister sur le timing de Pithiviers. Bon, après, il y a quelques mois, on a vu un film qui, au niveau du timing, qui s'appelle West Side Story, et qui, au niveau du timing et de la mise en scène, était aussi quand même très
enfin bon, très impressionnant. Mais il y a quelque chose de très musical, je trouve, dans la manière dont Paul Thomas Anderson organise ses travelling latéraux. Il y a notamment quand ils vont monter ce commerce de waterbeds, notamment, il y a tout un truc où on a l'impression, je sais pas si vous vous rappelez de ce clip que Michel Gondry avait fait pour les Chemical Brothers, où il y avait une espèce des apparitions, on regardait à travers la fenêtre d'un train, et il y avait des apparitions d'éléments dans le décor qui étaient ponctués, qui reprenaient le rythme de la tout musique. ça. Ouais. Bah, ça m'a fait penser un peu à ça. Il y a quelque chose de très, je trouve, c'est comme une petite mélodie dans la visuelle, en fait, la manière dont il organise ses plans. Et je trouve aussi que non seulement c'est un directeur d'acteur génial, mais vraiment génial. C'est-à-dire qu'il y a un personnage d'hôtesse de l'air dans le film. Elle est 1 minute à l'écran et elle est incroyable. Elle est super géniale et elle te fait super fort rire. C'est vrai, tu l'as dit, Julien, le film est extrêmement drôle, quoi. Et c'est aussi un génie du cadrage. Il y a cette scène et ça va, l'un va avec l'autre. Cette scène de casting, enfin c'est pas vraiment un casting, elle va se présenter à un agent. Et en fait, le fait que cet agent soit cadré trop près, le plan est trop gros sur elle, ça va justement introduire ce comique un tout petit peu lynchien comme ça. Du coup, le personnage devient un peu malaisant, ce personnage de directrice de casting, et ça se joue, je trouve, juste dans la grosseur du cadre, en fait, enfin, notamment, et dans le jeu de l'actrice. Et il y a des aspects extrêmement truculents. Tu parlais de ces scènes autour du waterbed, mais il y a cette scène qui est une scène qui arrive après un peu un climax de la scène avec Sean Penn, Jack Holden, qui est cette scène où il se retrouve sur le waterbed et elle s'endort à côté de lui. Il y a dans le choix des cadres, etc. Il est à la limite du graveleux, mais à la fois très drôle. C'est super. Et c'est pour le coup, je me dis, qu'est-ce que j'en ai à foutre après que t'ailles vendre des waterbeds à John Peters? Je m'en branle, quoi. Cette scène-là, je m'intéresse à cette scène-là, pas à l'autre. C'est vrai qu'il a cette capacité à créer ce qui est l'apanage des cinéastes, mais de raconter énormément avec des petits gestes, comme ce geste sur le lit, comme des genoux qui se frôlent, etc., qui arrivent plutôt dans le film. Il arrive à signifier. C'est même pas c'est pas un genou qui se frôle, c'est un plan limite intérieur braguette. Hein. Oui, c'est limite un plan Ross Meyer revisité par John Hughes. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais je trouve quand même qu'il raconte que certains cinéastes essaient de nous asséner en 1 heure, avec des petits gestes d'une image ou de 10 secondes. Et je trouve que, justement, c'est ce qui fait qu'il s'autorise ces petites folies et ce truc très intimiste quand même, parce que parfois on est vraiment dans une intimité très forte, et je trouve que c'est cette intimité-là qui au final fait que le film est justement universel, parce que je trouve que c'est quand c'est le plus profond dans l'intimité et la singularité des personnages que ça nous évoque des choses universelles, et je trouve que ça il l'a compris il y a plusieurs films et que c'est magnifique. Très bien, merci messieurs. Je propose qu'on s'arrête là sur le film de Paul Thomas Anderson, et je pense que notre ami Harry Callahan a quelque chose à nous dire. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Et ce sera donc la dernière ligne droite de cette émission avec les conseils. Manuel As, qu'as-tu à nous conseiller? Moi je vais rester dans le giron du film de Del Toro, et je vais vous conseiller la réédition chez Gallimard de Nightmare Alley, le roman de William Lindsay Gresham, qui a inspiré le film de Del Toro et qui était auparavant édité dans la série noire de Duhamel sous le titre Le Charlatan, tout comme le film de 1947, sûrement pour coller justement au titre français du film. Il s'agit d'une toute nouvelle traduction qu'on imagine beaucoup plus fidèle au roman, puisqu'on sait aujourd'hui que la collection série noire, si elle a eu pour mérite de mettre en avant beaucoup de grands noms du roman noir américain, avait aussi pour défaut de souvent avoir la main assez lourde dans sa manière de traduire tous ces grands noms. Donc la structure du roman est assez fidèle à celle du film, même si justement c'est assez intéressant de noter toutes les différences qui existent à la fois entre le film de Del Toro et l'adaptation en fait en 47 par Edmund Goulding. Donc voilà, si vous avez aimé le Del Toro et que vous n'avez pas été plombé par l'ambiance du film comme ce cher Julien Rombaud, voilà, vous pouvez vous prolonger votre plaisir avec la lecture du roman de 46 et la vision du film de 47. 2 authentiques petites pépites à découvrir ou à redécouvrir. Très bien, et bien moi je vais
enchaîner un petit peu parce qu'on a parlé du film de Guillermo del Toro qui se passe à, on va dire, 45% dans une foire. Et notre ami citation n'était pas là, mais le film multiplie les références à certains films de foire, notamment l'excellent Freaks de Todd Browning. Si vous l'avez pas vu, bien sûr, voyez-le. Mais ça me fait penser à une excellente bande dessinée que j'ai lue qui s'appelle Tomino la Maudite de Suehiro Maruo. Donc un mangaka qui s'inspire beaucoup des estampes japonaises de Yoshitoshi qui représentait toutes sortes de mises à mort. C'est le maître du érotico grotesque. Mais donc Tomino la Maudite en 2 tomes chez Casterman se passe à moitié, on va dire, dans une foire avec toutes sortes de freaks plus croquignolés les uns que les autres. Et c'est un excellent manga raconté d'une manière à la fois évidente et mystérieuse, avec un dessin extrêmement fin, extrêmement précis et en même temps extrêmement glacé. Et d'ailleurs, c'est glaçant. Et puis, je pense que Del Toro doit avoir ça dans sa bibliothèque. Oui, c'est très possible. Mais je conseille également, donc, je répète, Tomino la Maudite, Suehiro Maruo, mais aussi du 15 au 26 février à Bruxelles, au Théâtre de la Vie. Sonnez les trompettes. La pièce de l'année. Pam, parabam. Qui a tué mon père? Écrit, adapté et mis en scène par Julien Rombaud. Pas écrit, Julien Rombaud. pas écrit par Edouard Oui, mais Louis. tu l'as adapté. Adapté. Alors, dis-nous un mot de ta pièce. Voilà, Julien. c'est trop d'honneur, Olivier. Eh ben, écoute, oui, Qui a tué mon père, ça raconte l'histoire d'un garçon qui a 28-30 ans, qui revient chez lui après des années et qui voit son père complètement détruit par son travail à l'usine. Son père qui a subi un accident de travail, un poids lui est tombé dessus et il est complètement abîmé par la vie. Et en gros, il essaie de réfléchir à à la politique d'aujourd'hui et aux choix qui chaque jour et depuis 30 ans détricotent les liens, détricotent les lois sociales et font que les pauvres sont toujours de plus en plus pauvres et que les classes populaires sont invisibilisées, humiliées et rabaissées. Mais donc tu es en fait très sérieux parfois, j'ai l'impression. Ah oui, je suis beaucoup plus sérieux que dans Transmission. Hein. Transmission, c'est un peu ta bulle d'air, ta récréation. Pour rigoler finalement. C'est son whisky. Non, mais et si je peux continuer, Olivier, bien sûr. Je vais embrayer et continuer à parler théâtre. Du coup, parce que je suis allé hier au Petit Varia à Bruxelles où il y avait 20 personnes au lieu de 100, enfin dans une salle de capacité de 100 personnes. Donc je crois que le théâtre a un peu morflé avec le Covid et ce serait chouette d'aller lui prêter main forte. Et il y a notamment une pièce du Raoul Collectif qui est toujours un événement en Belgique. C'est un groupe de 5 créateurs belges, qui ont fait leurs études en Belgique en tout cas, qui s'appelle Une cérémonie, qui va se jouer au Théâtre National du 8 au 12 mars 2022. Il faut réserver, c'est toujours très prisé, mais c'est toujours des ovnis très chouettes et très drôles et très singuliers à voir, et c'est un peu un nom assez important dans le théâtre contemporain en Belgique, le Raoul Collectif. Très bien, merci. Eh bien, une émission qui se termine sous le signe de la bande dessinée, du roman, de la littérature et aussi du théâtre. Des cloisonnons. D'ailleurs, on a parlé de Macbeth aussi, rappelez-vous. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. Merci beaucoup, Manu. Merci beaucoup, les amis. Et merci de nous avoir écoutés. Nous avons notre propre site, transmissionlepodcast.com. Nous sommes également sur Apple Podcast, sur PodCloud, sur YouTube, sur Podcast Addict, sur Spotify, Deezer, enfin bon, Tinder. Toutes les bonnes applications de podcast. Écoutez-nous, laissez-nous des messages. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.